Bonjour, mon nom est Philippe Charlier, j'ai 36 ans et tous mes patients sont morts, ce qui pose absolument aucun problème pour le secret professionnel. Je peux vous parler de tout ce que je veux, je n'aurai aucun problème déontologique ou légal. Alors voici mes patients. Richard Cœur de Lion, Galilée, Henri IV, Louis XVI, Robespierre, Jeanne d'Arc, en fait pas tout à fait Jeanne d'Arc, des fausses reliques faites à partir de momies égyptiennes. Diane de Poitiers, Descartes, Agnès Sorel. Alors, vous voyez, ces patients sont connus, ce sont en grande partie des leaders, ils n'ont pas duré très longtemps. Jeanne d'Arc nous a quittés de façon assez prématurée. Et puis, il y en a d'autres qui sont totalement méconnus. On n'a pas leur nom, mais vous les connaissez quand même. Cro-Magnon, sur qui je travaillais il y a 48 heures chrono. Et puis aussi, d'autres patients venus du lointain, un petit peu particulier, qui sont ces statuettes africaines, qui nous apprennent beaucoup sur les personnages. On n'a pas forcément besoin d'un squelette, d'une momie, d'une relique. Parfois, la figuration plastique des personnages du passé nous intéresse beaucoup et nous permet de remonter un petit peu le temps. Donc mon métier, c'est faire parler les morts. Je vais essayer de vous expliquer comment ça marche sur les leaders du passé. Premier patient, oui, je suis médecin, donc je les appelle des patients, c'est normal. Premier patient, Richard Cœur de Lion. Alors vous le connaissez, Richard Cœur de Lion. Si vous avez déjà regardé des films de Disney ou que vous êtes un tout petit poil cultivé, vous connaissez forcément Robin des Bois et vous savez que le bon roi qui est parti en croisade, c'est Richard Cœur de Lion. Alors il est parti en croisade, il est revenu, il a guerroyé énormément contre les Français, notamment son ancien ennemi, mais avec une amitié un petit peu trahie, qui est Philippe Auguste, le roi de France, et il est mort en 1199. Il est mort parce qu'il avait une hypertrophie du moi, il se croyait invincible. Il guerroyait sans aucune armure, il était à Chalus, dans le Limousin, et là il s'est pris un carreau d'arbalète dans l'épaule gauche. Il n'est pas mort tout de suite, il est mort 12 jours plus tard. Il a eu le temps de dicter ses dernières volontés, d'organiser un tout petit peu, non pas sa mort, mais ses funérailles, et il a demandé que son cœur soit déposé en territoire anglais, à la cathédrale de Rouen. À l'époque, la Normandie était anglaise. Il a demandé à ce que son corps soit enterré à Fontevraud, à côté de sa maman, Aliénor d'Aquitaine, la nécropole des Plantagenets. Et puis, grand signe de l'amitié franco-anglaise, déjà, il a demandé, ouvrez les guillemets, et pardon pour les chastes oreilles, il a demandé que sa merde, fermez les guillemets, soit offerte aux Français. Il y avait que ça que les Français méritaient. Autrement dit, il a laissé ses entrailles, et il a précisé non vidées, pour les Français qui ont été déposés à Chalus, là où il est mort. No comment. Donc ce ne sont pas les entrailles que j'ai pu étudier, ce ne sont pas les traces du passage de Richard Cœur de Lion sur le Saint-Sépulcre lors de la Troisième Croisade, où j'ai pu retrouver un témoignage de sa vie et surtout de sa mort. Non, ce que j'ai étudié, c'est le reliquaire de son cœur, qui a été retrouvé au XIXe siècle à la cathédrale de Rouen. Que nous a appris ce cœur, qui est la dernière parcelle corporelle conservée de Richard Cœur de Lion, ce roi d'Angleterre, ce personnage tellement fort, incroyable, tellement mégalomane et narcissique, mais surtout tellement puissant et charismatique qu'on l'appelait Richard, le Cœur de Lion, l'invincible. Eh bien, ça nous a montré qu'il avait des faiblesses, ce cher Richard. Quand il est mort dans un état... Il n'était pas si aimé que ça, il n'était pas si adoré par son peuple. D'abord, il avait fait énormément d'exactions quand il était en croisade, il avait tué beaucoup de juifs, de musulmans, et aussi des chrétiens qui n'étaient pas dans son propre parti, dans son propre clan. De telle sorte que quand il est mort, l'évêque de Rochester a dit « Il ne va pas aller directement au paradis, il va devoir expier ses crimes pendant 33 ans au purgatoire. » Et toutes les méthodes qu'on a utilisées, qui sont les méthodes de la médecine légale et de l'anthropologie archéologique, nous ont permis sur son cœur de retrouver les petits trucs et astuces qui ont permis aux humains, à ses contemporains, de donner à ce cœur une odeur la plus proche de l'odeur de sainteté, pour faciliter de façon théologique son apothéose, son passage du purgatoire au paradis. Même les puissants ont besoin d'un petit coup de pouce. Alors qu'est-ce qu'on a retrouvé dedans? De la myrte, de la marguerite, de la menthe, également du mercure, de la chaux-vive, tout ceci pour déshydrater et donner une bonne odeur au corps, et également du lin qui l'entourait complètement, et un épice, un aromate extrêmement précieux qui est l'encens. À cette période-là, on est à toute fin du XIIe siècle, il y a un tabou complet sur l'encens. On n'a pas le droit de s'en servir sauf pour le Christ. Ça apparaît au début de la vie du Christ avec les rois mages et à la fin avec son embaumement externe par Joseph d'Arimathie sur la dalle funéraire que je vous ai montrée du Saint-Sépulcre. Le fait de l'utiliser pour Richard Cœur de Lion, c'était circonstance exceptionnelle. On avait absolument besoin de donner un petit coup de pouce pour ce roi lui-même exceptionnel, mais que son hypertrophie du moi et son narcissisme ne permettaient pas, malgré tout, d'emmener jusqu'au paradis. Et ce qui a tué ce roi, ce qui l'a brisé, c'est son excès de confiance en lui.
C'est peut-être la dernière limite que doit avoir un leader. Alors bien sûr, je vous parle de leaders du passé. Il ne faut pas forcément en tirer des conséquences pour les leaders actuels. Pas faire de décalcomanie absolue, un homme politique peut tout à fait se balader dans la rue sans armure, ça ne lui posera pas grand problème. Henri IV, deuxième patient dont je voudrais vous parler. Vous le connaissez, c'est un des rois de France les plus célèbres avec Louis XIV, le roi Soleil. Sauf qu'Henri IV, lui, est un roi de tolérance. C'est lui qui a fait la paix avec l'édit de Nantes entre les protestants et les catholiques. Malgré tout, il a subi pas mal de profanations post-mortem. Vous savez qu'il est mort assassiné par Ravaillac en 1610, et son corps a subi les outrages du temps, puisqu'il a été morcelé, décapité, stricto sensu, en 1793, lors de la profanation des tombeaux de la basilique Saint-Denis. Alors voici la tête dans son état actuel. Comment est-ce qu'on l'a expertisé? Comment est-ce qu'on l'a identifié? Eh bien, on a utilisé un protocole d'identification d'Interpol. On a reconstitué son visage avec la technologie inspirée de celle du FBI et de la Smithsonian Institution. C'est un travail à chaque fois qui est interdisciplinaire et international. Superposition avec son masque mortuaire, pas mal de critères morphologiques, des grains de beauté, une pilosité, une oreille percée. Je vous passe les détails, mais c'est la même procédure d'identification qu'un cadavre X. La même rigueur, le même sérieux, et la même cohésion entre les différents chercheurs. Le scanner nous a montré que cet homme, avec son charisme, avec son poids, son esprit de tolérance, et surtout, souvenez-vous que c'est un roi français, un gascon, et il avait quelque chose que les Français ont beaucoup dans le sang, c'est la séduction. Alors, j'en suis pas du tout un bon exemple, mais pourtant je suis français, mais voilà, c'est l'exception qui confirme la règle. Malgré tout, c'est un roi séducteur. On lui connaît au moins 154 conquête féminine, et je peux vous dire que c'est très nettement sous-évalué. Donc, pourquoi cet homme, avec son pouvoir de roi, comment faisait-il pour charmer, surtout, et là c'est le médecin qui parle, avec le très mauvais état bucco-dentaire qu'il avait, et également avec le mauvais état de santé général? Qu'a montré le scanner de cette tête momifiée? Qu'il avait une cataracte des deux côtés, donc une vue extrêmement difficile. Des dépôts d'athérosclérose extrêmement importants qui devaient lui donner des troubles pour se mouvoir. Vous savez, ce sont les dépôts de cholestérol dans les artères. Régime alimentaire gascon, je ne ferai pas de commentaires. Et puis également, beaucoup de dents perdues. Et en effet, quand on regarde sa mâchoire, il ne lui restait plus qu'une seule dent au niveau supérieur, au niveau du maxillaire. Et quand on regarde en bas, il a 3 abcès monstrueux. L'un d'entre eux fait 2,8 cm. Les commentateurs nous disent que, même dans la pièce d'à côté, on pouvait sentir la mauvaise haleine du pauvre roi. Malgré tout, vous voyez, avec son charisme, avec son charme, avec son aura, il a réussi à séduire non seulement les foules, son peuple, mais également à séduire les femmes. Donc, avec votre esprit, avec votre caractère brillant, vous pouvez faire oublier la disgrâce physique qui vous caractérise. C'est un espoir pour la moitié de la salle à peu près. Voici la reconstruction faciale qui a été faite à partir de cette tête momifiée grâce à la technologie du FBI dont je vous parlais, grâce à un collègue barcelonais. Troisième patient qui nous intéresse ce matin, c'est Robespierre. Robespierre, c'est un révolutionnaire, c'est un orateur, c'est un avocat du nord de la France, un esprit brillantissime. Il est mort en 1793 et lui, il a voué toute son existence au peuple français. Il ne s'est pas marié. Pour lui, sa femme, sa maîtresse, son amante, sa mère, enfin voilà, l'unique objet de sa vie, de son existence, c'était l'État français. Il voulait le bien de la France par n'importe quel moyen. C'est un tribun. Il a une plume acerbe, exceptionnelle, qui est toujours la source d'inspiration de certains leaders politiques actuels. Et lui, il est tombé en déchéance de façon extrêmement rapide. Le 9 Thermidor, il est suspect de trahison vis-à-vis du peuple français. Pour lui, c'est une trahison. Il se sent trahi par la France, alors que la France dit que c'est lui le traître. On retrouve dans ses poches des papiers qui le mettent en exergue vis-à-vis de Louis XVI, et c'est quelque chose qui le discrédite totalement. Alors, il se réfugie à l'hôtel de ville de Paris, et là, on ne sait pas exactement ce qui se passe. Soit un gendarme essaye de l'attraper et lui tire une balle qui l'atteint au niveau de la bouche, soit Robespierre se saisit de l'arme et essaye de se suicider, on ne sait pas exactement. On ne savait pas jusqu'à notre étude. Toujours est-il qu'un coup est porté, il ne peut plus parler pendant quelques heures, et le lendemain de cette plaie par arme à feu au niveau de la bouche, il ne va pas prononcer un mot. Cet homme qui pendant toute la vie a été un tribun, qui n'a pas arrêté de parler, d'écrire, qui s'est épuisé à la tâche, se mue dans un mutisme absolu
plutôt que de dire un seul mot qui pourrait discréditer toute sa carrière au service de l'État français. Le silence plutôt que la trahison. Il est étendu sur la table que vous voyez ici, le bureau, qui est toujours conservé à Paris, et le lendemain, il est guillotiné. Comment je l'ai étudié? Eh bien, pas par son squelette, qui est perdu depuis bien longtemps, mais par son masque mortuaire. Vous pouvez le voir en sortant de ce TEDx, il est conservé au Muséum d'Histoire naturelle à Aix-en-Provence. C'est Madame Tussaud qui l'a réalisé. Elle attendait patiemment en bas de la guillotine que les têtes tombent, et là elle faisait un petit moulage en cire. Elle a fait pareil pour Louis XVI, Marie-Antoinette et d'autres. C'est comme ça qu'ensuite elle a émigré à Londres et qu'elle a pu nous donner ces visages venus du passé. Que nous a montré cette tête? C'est bien que Robespierre était porteur de nombreuses maladies qui déformaient les traits de son visage. Sarcoïdose, une maladie auto-immune qui donne des granulomes au niveau de la peau et des muqueuses. De nombreuses cicatrices, plus d'une centaine de cicatrices de variole sur le visage, et également cette plaie par arme à feu. Et là, la balistique, l'étude médico-légale, nous a permis de montrer que cette plaie, par son aspect, était compatible beaucoup plus avec une plaie suicidaire d'une arme pas assez chargée, plutôt qu'une plaie venue du lointain. Ça nous a confirmé l'hypothèse suicidaire ou d'une tentative de suicide pour Robespierre. Voilà qui colle vraiment bien avec la personnalité de cet homme, ou qui explique certains traits de son caractère, se supprimer de façon presque romaine, presque antique, plutôt que d'être pris pour un traître vis-à-vis de la patrie. Ne pas dire un mot de trop qui pourrait le discréditer totalement à ses propres yeux. Voici à quoi il ressemblait, toujours avec la même technologie de reconstruction faciale, inspirée des techniques américaines, grâce à mon collègue Philippe Freuch de Barcelone. Alors, prochain patient, prochain leader, prochain dossier médical, dans cet hôpital un peu particulier qui est le service d'anthropologie médico-légale et médicale, Descartes. Son crâne est conservé à Paris, au Muséum national d'histoire naturelle, c'est le crâne authentique. Toutes les procédures ont permis de l'identifier de façon sûre et certaine. Alors ce n'est pas tant le crâne qui m'a intéressé, c'est la reconstruction de son cerveau à partir du crâne. Que nous apprend ce cerveau? Ce cerveau d'un génie, je vous le présente ici. Eh bien, c'est un cerveau comme le vôtre, le mien, c'est un cerveau d'une banalité affligeante. Et ça, c'est un espoir. Un espoir pour vous, et puis aussi un espoir pour moi. C'est que ce qui compte, c'est la façon avec laquelle on utilise notre propre personnalité, notre propre corps, nos organes. Je pense aux organes intellectuels, bien sûr. C'est ça qui compte. Comment forger à partir de la normalité, voire même à partir de la disgrâce physique, pensez à Henri IV, pensez à Robespierre, comment transformer le négatif en positif, ou comment transformer la neutralité en positif. C'est ça que les leaders du passé, et j'insiste, du passé, nous apportent comme témoignage. C'est ça l'intérêt des études ostéo-archéologiques et médico-légales. Ce n'est pas votre corps qui détermine votre destin ou votre destinée, mais c'est vous, c'est votre esprit, votre cerveau, votre corps. Bonne chance.